Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Faute de temps de pouvoir vous faire un épisode 100% nouveau, vous comprendrez en regardant le live qui est là, ma foi, j'ai décidé de vous rassembler les 3 sujets que j'avais mis dans le journal de la mobilité tech, le JMT. Ce sera plus cohérent pour ceux qui s'intéressent à la GMEV1 et en même temps, ça vous permet de découvrir la playlist qui comporte énormément de sujets d'histoire d'ores et déjà. Pour l'avenir, je compte également vous faire de temps en temps ce genre d'opération en rassemblant plusieurs sujets du JMT qui vont ensemble et de les rajouter à la playlist. Mais aussi, j'ai prévu de vous faire de nouveaux épisodes d'histoire qui seront bigrement intéressants. Voilà, je vous laisse avec votre épisode, j'espère qu'il vous plaira. Amusez-vous bien. Bonnes vacances encore. L'histoire que je vais vous conter commence à la fin des années 80. La Californie est un état très important pour les constructeurs automobiles US, et la densité de véhicules dans ces villes commence sérieusement à poser des problèmes de pollution. En réaction, l'État adopte une nouvelle loi imposant une part de véhicules à zéro émission pour les constructeurs vendant plus de 5000 autos par an sur le territoire californien. La part prévue est de 2% en 1998, 5% en 2001 et de 10% en 2003. Les constructeurs réagissent promptement en proposant des autos électriques d'une part et en mettant énormément d'argent dans le lobbying pour faire amender la loi d'autre part. Chez General Motors, contrairement aux constructeurs ayant décidé d'électrifier des modèles existants, une stratégie assez incroyable se dessine. Les dirigeants optent pour une approche plutôt révolutionnaire. Faire la meilleure voiture électrique de tous les temps afin de démontrer que la voiture électrique n'a aucune chance de devenir la norme pour l'avenir. Ils pensent cela car ils se basent sur 2 expérimentations similaires ayant débouché sur des fiascos, même si les autos étaient exceptionnelles. La Chrysler Turbine et la GS Birotor. Ces 2 machines ont été de formidables plateformes de développement accessibles à des clients pilotes. Elles ont toutes 2 démontré pourtant que la turbine ou le moteur Wankel étaient incompatibles avec l'automobile. Et GM comptait bien en faire de même avec le moteur électrique. C'est en 1990 que le président de General Motors présente l'Impact, un prototype électrique à batterie très innovant. Au départ présenté comme devant être la base d'une auto produite à 100 000 exemplaires, les prévisions sont revues à la baisse quelques mois plus tard, avec seulement 25 000 exemplaires. On verra dans la suite de cette histoire que ce simple changement de volume aura des conséquences extrêmement importantes. Or, au moment de concevoir l'Impact, GM n'avait aucune compétence dans la voiture électrique, du moins pas grand-chose. Ils avaient certes présenté un concept de mini-voiture en 1973 et conçu le rover lunaire des missions Apollo, ils n'avaient jamais conçu de voiture électrique destinée à rentrer en production. Ils font donc appel à des sous-traitants pour réaliser le prototype. Le projet est chapeauté par AeroVironment, un constructeur aéronautique bien connu, en contrat avec la NASA. Pour la motorisation, c'est Alan Coccioni d'AC Propulsion qui s'y colle. Si ce nom ne vous dit rien, quelques années plus tard, alors que le programme GM s'était tragiquement terminé, deviendra le fournisseur d'une autre auto mythique électrique, le Roadster Tesla. L'électronique est raffinée par un autre avionneur, Hughes Aircraft. Sous des traits aérodynamiques, la voiture fait merveille en performance avec un record de vitesse à Bonneville avec 295 km/h. L'autonomie est encore faible pourtant en raison de l'utilisation de 32 batteries acide-plomb, mais cela n'empêche pas GM de préparer une mise en production pour une auto quasiment identique au prototype, le V1. Nous sommes en 1996 et les amateurs de voitures sont sous le choc. Le prototype Impact de General Motors est devenu une voiture de production, et elle est quasiment en tout point identique au prototype. Avec son allure de soucoupe volante et son intérieur futuriste, elle fait tourner les têtes, et sa mécanique n'est pas en reste. Simple et bien conçue, elle a tout pour plaire. Avec un 0 à 100 en moins de 8 secondes, c'est une véritable balle en comparaison des péniches habituelles du constructeur. Elle n'a pas que son aspect de futuriste. Son châssis en aluminium cache des attributs très en avance sur son époque. Ouverture et démarrage sans clé, pompe à chaleur, verre athermique, régénération d'énergie au freinage ou pneus anti-crevaison à faible résistance au roulement sont de la partie. Elle n'a qu'un seul défaut.
c'est batterie acide-plomb qui limite son autonomie à 150 km en ville et 90 sur route. Ce sera amélioré dès l'année 1997 avec des packs nickel métal hybride permettant de rouler entre 160 et 225 km. La recharge se fait via un connecteur à induction propriétaire. Le client doit se faire installer une borne à domicile et n'utiliser que des bornes qui sont dédiées à l'EV1. Voilà qui donnera des idées à Renault lorsqu'il s'agira de développer sa gamme Z2. Donc le V1 est certes perfectible, elle n'en est pas moins un immense succès auprès du public. Et c'est là que ça commence à se gâter. Pour la production, c'est le site de Lansing dans le Michigan qui est choisi. On ne parle plus de 100 000 exemplaires, pas plus que 25 000 comme au début, mais de quelques centaines de véhicules par an au mieux. Et cela a des répercussions énormes sur le projet. Le prototype Impact n'avait coûté que 3 millions de dollars à créer, mais les investissements pour en faire le V1 et la mettre en production étaient bien plus importants. Chaque exemplaire sortant de l'usine coûtait 80 000 dollars en raison de ses volumes. Si les chiffres de départ avaient été respectés, le coût aurait été divisé quasiment par 3. Mais GM n'avait pas l'intention de réussir son coup et voulait prouver que la voiture électrique n'était pas désirée par le public sans pour autant que ça se voie de manière trop flagrante. En conséquence, la commercialisation des autos était freinée autant que possible. Outre des publicités calamiteuses, la voiture est proposée uniquement à la location, sans option d'achat. Les prix sont raisonnables pour donner l'illusion que même abordable, personne n'en veut. Une équipe de 13 commerciaux est engagée, leur moyenne d'âge est de 25 ans, et ils sont tous hyper motivés, mais très peu expérimentés. Ils font pourtant mouche et séduisent de nombreuses célébrités dans les États de Californie ou d'Arizona où la voiture est commercialisée. L'engouement est énorme, mais GM a prévu d'autres barrières pour empêcher les clients de se bousculer au portillon. Pour acquérir une V1, ou du moins en louer une, il fallait passer par un processus extrêmement complexe, mais aussi stigmatisant. La première étape était de remplir un questionnaire très intrusif qui abordait énormément d'aspects privés, voire très privés, et pas vraiment en rapport avec la voiture. Ensuite, il fallait suivre une formation où on vous présentait toutes les différences entre une V1 et une voiture thermique, afin de bien démontrer que ce n'était pas une voiture ordinaire, et surtout, afin de faire croire que les contraintes et changements d'habitude seraient importants. Autrement dit, cette formation avait pour but de dissuader les clients. Enfin, au bout de ce parcours du combattant, vous pouviez être inscrit sur une liste d'attente, sans toutefois avoir de date de livraison ou d'informations sur votre commande. Certains clients ont attendu très longtemps avant d'avoir leur voiture. 800 EV1 ont été loués pendant tout le programme pour 1117 voitures produites entre 1996 et 1999. La liste d'attente atteint rapidement 4000 personnes et GM commence à comprendre que son coup de Trafalgar a fait pchit. Le public adore la voiture et la plébiscite. Des célébrités comme Mel Gibson ou Danny DeVito sont ravis de leurs EV1 et le font savoir. Chez GM, c'est la panique. John Dabbles, directeur commercial de GM de l'époque, dira qu'un jour, il sera apostrophé par 2 dirigeants de l'entreprise. « Vous êtes notre pire ennemi », dira l'un d'eux. « Pendant que je négocie avec les autorités pour qu'elles retirent leur foutue loi en leur disant qu'il n'y a pas de demande pour la voiture électrique, vous êtes sur le terrain en train de prouver l'inverse. » Pourtant, cela n'empêche pas GM de supprimer le programme EV1 en 2001. Nous sommes en 2001 et le V1 est toujours tiraillé entre une forte demande du public et la réticence de General Motors à la produire en masse. L'administration en place a changé et ce sont les républicains conservateurs et inféodés aux compagnies pétrolières qui dirigent le pays. Aussi étrange que cela puisse nous paraître aujourd'hui, acheter un gros SUV équipé d'un V8 gourmand ouvrait droit, à l'époque, à une aide financière pouvant aller jusqu'à 100 000 $ dans certains cas. Alors que certains s'offraient des Hummers presque gratuits, le client d'une V1 ou de toute autre voiture électrique pouvait déduire royalement 4 000 $ de ses impôts. GM en prend acte et ferme la ligne de production de l'EV1 après avoir racheté AM General, le fabricant du Hummer. Opportunisme quand tu nous tiens. Il est alors décidé d'arrêter totalement le programme et de faire disparaître la voiture des routes de Californie ou d'Arizona. Il ne fallait pas laisser la moindre trace de cette aventure qui venait de démontrer, contrairement aux affirmations de GM, que la voiture électrique avait bien un avenir. La liste d'attente de plus de 4000 personnes en était une preuve, mais GM ne l'entendait pas de cette oreille. Pour faire disparaître toute envie de louer une V1, une équipe de téléconseillers est mise en place, afin d'appeler un par un au téléphone tous les clients de cette fameuse liste, dans le but de leur faire annuler leur commande. À force de rabâcher les défauts de l'auto
Et après avoir licencié un à un les commerciaux, la liste d'attente a fini par se réduire à 50 irréductibles américains. Mais l'affaire n'est pas finie pour autant. Des collectifs sont mis en place pour défendre les locataires de V1 et pour tenter de forcer GM à leur laisser leur voiture, quitte à les payer au prix fort. GM reste sourd et fait appel à la police pour récupérer une à une les autos pour les envoyer au pilon. Pendant ce temps, la loi californienne sur les véhicules zéro émission est abrogée sur la foi des témoignages des constructeurs promettant une autre révolution bien plus réaliste selon eux, l'hydrogène. On a vu ce que ça a donné. La voiture à batterie n'intéresse personne, toujours selon les constructeurs. Et en plus, elle ne sera jamais rentable pour les entreprises. Argument étayé par les coûts de fabrication de l'EV1. Clairement, le prix exorbitant de sortie d'usine de la voiture était une volonté manifeste du constructeur. Pourtant, le public ne suit pas cet avis et les médias montrent de plus en plus de récupération musclée de V1 auprès de clients qui ne voulaient pas la lâcher. On se souviendra longtemps de l'acteur Danny DeVito qui s'est couché devant son EV1 pour empêcher son chargement sur le camion qui l'emportait vers la décharge. Les clients étaient de plus en plus nombreux à se regrouper pour tenter de faire plier GM, allant jusqu'à proposer 1 900 000 $ pour racheter les voitures parquées dans le désert californien. Ils se relaient jour et nuit pour empêcher GM d'envoyer ses autos à la destruction, mais rien n'y fait. Nombre de personnes sont arrêtées et GM procède à la destruction systématique de chaque exemplaire. Le 23 juillet 2003, les derniers clients disposant d'une voiture du collectif organisent un enterrement géant avec un convoi de GM EV1 roulant derrière un corbillard vers le cimetière d'Hollywood Forever. La dernière EV1 est finalement reprise par GM dans un chaos incroyable. Le camion qui emmène la voiture vers le dépôt temporaire avant destruction est poursuivi par les clients déçus et ça fait un énorme tapage dans la presse. GM reste pourtant inflexible. C'est la fin de l'EV1, mais la graine plantée a fini par revivre. Les anciens acteurs du programme se retrouvent et une nouvelle auto naît, la T0. Elle sera l'ancêtre d'une nouvelle marque qui a bien vengé le V1 et a encore un peu plus remué le couteau dans la plaie de GM. Tesla. Les années qui suivirent furent dures pour General Motors qui a vu sa popularité durablement entachée en Californie, l'un de ses plus gros marchés. Pire encore, l'entreprise est aujourd'hui à la traîne dans le domaine de la voiture électrique, alors que si les plans initiaux de l'EV1 avaient été respectés, serait florissante et à la pointe du marché. Rick Wagoner, le PDG de GM de l'époque, reconnaît a posteriori « La décision d'arrêter le programme EV1 a été la pire erreur de ma carrière ». C'est un peu tard, mais finalement cela démontre bien que même un constructeur aussi puissant que GM ne peut arrêter la marche du progrès et faire abstraction de ce que veulent ses clients.